Émission spéciale ce matin sur le grand débat avec mon invité François Patria, le président du groupe En Marche au Sénat. Bonjour. Vous deviez être ce matin, François Patria, avec Emmanuel Macron pour un 4e déplacement dans le cadre du grand débat. Pourquoi ça a été reporté ? Moi, je ne sais pas si je devais être. Je savais simplement qu'éventuellement, on pouvait avoir un déplacement ce matin. Je n'en avais ni le lieu, ni l'heure, ni l'endroit. Donc, ce n'était pas un déplacement programmé. Il n'y a pas une raison particulière. Il n'y a pas de déplacement programmé. Il y avait simplement... le président organise son emploi du temps avec les rendez-vous qu'il souhaite, les interlocuteurs qu'il souhaite. Et il me semble que depuis le début de ce mois, il ne le fait pas si mal que ça. Alors justement, les déplacements du chef de l'État, on a vu à chaque fois une formule différente, mais une constante, un président qui s'exprime, qui échange pendant des heures. Est-ce qu'Emmanuel Macron accapare trop le débat ? C'est ce qu'on entend beaucoup parfois. Quand le président ne s'exprime pas, on dit le président n'a rien à dire, il ignore le peuple ou il ignore la colère. Quand le président mouille la chemise, va au charbon, de la façon dont il le fait, avec une capacité de persuasion, avec d'explication, de pédagogie, d'écoute, de connaissance des dossiers qui a surpris tout le monde, que ce soit en Normandie, que ce soit en Occitanie, que ce soit l'autre jour dans les territoires Rhône-Alpes. On a vu que le président n'hésitait pas non seulement à écouter, et de surcroît, je crois que les Français ont compris que, contrairement à ce que j'entends ici ou là, il connaît parfaitement les dossiers, jusque parfois dans le moindre détail, ce qui n'est pas sans surprendre ses interlocuteurs. Alors ça irrite, ça gêne son opposition, parce que le président est non seulement brillant, mais qu'il est compétent, et qu'il a proposé un débat, qu'il lance lui-même, et qui, de facto, commence à prendre dans de bonnes conditions. Vous estimez maintenant qu'il est temps de retourner directement au contact des Français et de rencontrer, pourquoi pas, des représentants des Gilets jaunes ? Écoutez, je pense que, pour ce qui nous concerne, voilà des semaines et des semaines que nous les rencontrons. Moi, j'ai fait, il y a 15 jours, une semaine de 3 jours complets, d'après-midi ou de matinée, à la rencontre des Gilets jaunes. Le président, on a déjà rencontré en Rhône-Alpes. Faire une rencontre spécifique Gilets jaunes, aujourd'hui, ça pourrait être ce que nous avons souvent, un dialogue de sourds. Donc, je pense qu'il les rencontrera. Je souhaite que, si les Gilets jaunes veulent rencontrer le président, ils viennent dans les grands débats. D'ailleurs, il y en a certains qui viennent aujourd'hui. Un mot avant d'entendre une interpellation. Un dernier mot, vous échangez quotidiennement, ou en tout cas quasi quotidiennement, avec Emmanuel Macron. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui, le président ? On sait qu'il a été très marqué par les attaques ad nominem au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Dans quel état d'esprit vous le trouvez en ce moment ? D'abord, je ne pense pas que j'échange quotidiennement avec le chef de l'État. Je suis de ceux qui l'ont soutenu depuis le début. Quand il me fait l'honneur de m'inviter... Vous avez un contact direct avec lui. Quand il me fait l'honneur de m'inviter, nous parlons avec lui. Les SMS, moi j'étais de ceux qui avaient toujours dit au président, pendant son élection, que jamais je lui enverrais des SMS tous les jours. Je lui envoie des SMS très espacés. Non mais sur son état d'esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'état d'esprit. Écoutez, moi, je vois un président, contrairement à ce qu'on dit, combatif. Il dit lui-même qu'il entend, il sait ce qu'il veut dire par ailleurs, mais que ça ne l'effraie pas. Non, je ne crois pas que ça le touche, comme vous le dites. Je pense qu'il est très déterminé. Il écoute et il sait. C'est un homme politique qui a une trempe extraordinaire et qui est capable de résister à ce genre de... Alors, on parle d'Emmanuel Macron, François Patria. Oui. Les élus locaux d'outre-mer seront reçus demain après-midi par le président de la République à l'Élysée. Demain matin déjà, je crois. Voilà, on est en duplex de Fort-de-France. ATV Martinique, c'est notre chaîne partenaire. C'est Kathleen Bilas-Copé qui est avec nous. Et on va l'écouter. On vous entend, on vous voit surtout. Bonjour François Patria, je suis très heureuse de pouvoir vous interroger depuis la Martinique sur ce que peut représenter ce grand débat national dans notre territoire. Vous savez, ici en Martinique, on n'est plus à une concertation près. Nous avons eu en 2009, après la grande grève de février, les états généraux des Outre-mer et seule une poignée des mesures qui avaient été listées à l'époque ont été suivies des faits. Nous avons eu plus récemment, en 2018, les assises des Outre-mer qui ont accouché, là encore, d'un petit livre bleu, un joli livre dont on verra s'il pourra être appliqué. Maintenant, que peut-on attendre, en fait, aujourd'hui d'un débat de plus ? Patria, que peut-on attendre d'un débat de plus ? Est-ce que c'est un débat de plus, le grand débat ? Regardons ce qui s'est passé dans les Outre-mer. D'abord, bonjour à vous. Merci de votre question. Mais surtout qu'il est tard ou tôt là-bas. Là, il est tôt là-bas, très bien. Donc, nous avons reçu hier Annick Girardin au groupe La République En Marche. Et les parlementaires d'Outre-mer ont interrogé la ministre. On a trouvé une ministre très à l'écoute, très engagée, très punchy. Et ce que je peux dire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il a déjà eu lieu en Guyane. Il a déjà eu lieu à Mayotte. Il était précurseur. Il a existé. Et que
tout le dialogue qu'il y a eu autour des États généraux des Outre-mer, et le livre bleu dont j'ai pris connaissance hier, moi-même, ce n'est pas un tout petit livre bleu. C'est un livre bleu dans lequel il y a des propositions autour desquelles ils sont prêts à travailler. Et il me semble que c'est dans un esprit très coopératif et très positif que les élus d'Outre-mer se réunissent aujourd'hui, enfin demain. Ils vont rencontrer plusieurs personnalités, notamment le chef de l'État, pour maintenant mettre en place des mesures qui leur paraissent urgentes aujourd'hui, sur lesquelles le gouvernement est engagé. Mais rappelons-nous quand même que par le passé, il y a eu des engagements, notamment sur la Guyane, avec 1 milliard d'euros qui n'avaient pas été mis en place à l'époque, pas financés, et que le gouvernement s'efforce de mettre en place aujourd'hui. Emmanuel Wargon a annoncé cette semaine 500 000 contributions au grand débat, 500 000. Comment le gouvernement va prendre en compte toutes ces contributions ? Ces contributions se recoupent autour de thématiques. Et on prendra les contributions qui sont dans les 4 thèmes. Mais alors justement, si par exemple il y a un tiers des contributions qui sont sur la fiscalité, sur l'ISF, sur le rétablissement de l'ISF, est-ce que ça, vous allez en tenir compte ? À titre personnel, j'ai dit, et je vous dis ici, que je ne suis pas favorable au rétablissement de l'ISF. Le Premier ministre s'est expliqué hier soir sur le sujet, vous l'avez entendu dans une émission à la radio. Je parle de la prise en compte de cette revendication dans le cadre du grand débat. Je pense que ce qu'a dit le chef de l'État, c'est qu'on pouvait parler et proposer sur la fiscalité. Faut-il une tranche supplémentaire ? Faut-il, comme moi je l'ai proposé, une part supplémentaire sur les dividendes ? Ça peut être aussi une façon de faire payer les plus riches sur les dividendes non réinvestis, qui soit différente de l'ISF aujourd'hui, qui est très dissuasive. On va aller en Bretagne, si vous voulez bien, parce qu'on a Samuel Petit, le rédacteur en chef du Télégramme, grâce aux moyens de TBO, la chaîne TNT du groupe Le Télégramme en Bretagne. Samuel Petit, vous avez une question pour François Patria. On vous écoute, vous êtes en duplex et en direct de Morlaix. Bonjour François Patria. Pour parler du grand débat avec vous, j'ai envie d'évoquer la mémoire de Corinne Hérel, députée des Côtes-d'Armor, qui était décédée subitement quelques jours avant la présidentielle de 2017. Et début 2017, elle avait échangé avec nous sur les raisons qui l'avaient amenée à rejoindre Emmanuel Macron. Elle avait été séduite par, dit-elle, un homme d'État qui avait enfin compris que les solutions venaient d'en bas, que c'est les gens du terrain qui réglaient les problèmes et que tout ça devait remonter vers en haut. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une vraie sincérité aujourd'hui dans la démarche d'Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est un vrai retour à cette base-là qui avait séduit certains élus, dont vous peut-être ? Est-ce que c'est une vraie sincérité, un vrai retour et finalement un retour à une promesse non tenue ? Ce qui m'avait séduit, d'abord je voudrais saluer la mémoire de Corinne Hérel, qui était une amie. Nous avons fait beaucoup de déplacements dans la campagne. J'ai souvenir d'un déplacement peu de jours avant qu'elle meure, à Montpellier. C'était une excellente amie. Nous avons été profondément bouleversés. J'ai rencontré son mari, sa famille, par sa disparition. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Moi, ce que j'ai apprécié chez Emmanuel Macron pendant la campagne, c'était sa vision. La vision qu'il avait d'abord des grands défis que rencontre notre pays. Les 5 grands défis autour de l'environnement, autour du numérique, autour de la destruction, création d'emplois, autour des risques de terrorisme, etc. et d'économique. Et j'avais dit à l'époque, Emmanuel Macron ira loin parce qu'il voit loin. Sur la méthode maintenant, je pense que ce qu'a fait le chef de l'État, et ce pourquoi en partie il a gagné et nous avons gagné, c'est la grande marche. La grande marche que nous avons prise pour écouter les Français pendant 3 mois, 4 mois. Et c'est à l'issue de la grande marche que le président a écrit Révolution et son programme qu'il a fait ensuite avec des spécialistes. Et puis, dire que le président n'est pas à l'écoute des Français avec tout ce qu'il a fait comme déplacement depuis toujours, je ne peux pas penser qu'aujourd'hui, quelqu'un croit que le chef de l'État n'est pas au fait des difficultés que rencontrent les Français. Merci. Il a ses mots pour le dire, mais je pense que la méthode est gardée. Oui. Merci beaucoup, François Patria. Surtout merci Samuel Petit d'avoir été en direct et en duplex de Morlaix avec le Télégramme et les moyens de TVO, la chaîne TNT de Bretagne. On passe à la loi Pacte, Saveria. On en vient maintenant effectivement à l'actualité parlementaire avec l'examen de la loi Pacte au Sénat et cet assouplissement hier sur l'interdiction du plastique, une mesure qui a été votée hier soir avec l'accord du gouvernement. Avant de vous faire réagir et de vous entendre là-dessus, je vous propose de regarder ce sujet de Samia Dechir. Couverts, touillettes, pailles et autres cotons-tiges en plastique, des indésirables à qui les sénateurs veulent accorder un sursis. Votée l'an dernier, la loi Egalim prévoit leur interdiction en 2020. C'est 1 an plus tôt que ce qu'exige l'Union européenne. Un délai trop court, jugent les sénateurs, pour permettre aux entreprises françaises de s'adapter alors que leurs concurrents européens disposent d'une année supplémentaire. Hier, lors de l'examen de la loi Pacte, ils ont donc voté pour repousser l'interdiction à 2021. Il faut que nous arrêtions ce que j'appelle et ce que nous sommes un certain nombre à appeler le plastique bashing.
Je suis élu d'un département, la Haute-Loire, où le secteur de la plasturgie génère plus de 2000 emplois. Alors de grâce, Madame la Ministre, à la veille d'une énième directive européenne, laissons le temps à cette activité de pointe de s'adapter. Mais l'emploi, c'est aussi l'argument brandi par quelques sénateurs qui ont voté contre cette proposition de la Commission, soutenue à droite comme à gauche. Toutes les alternatives existent à ces différents produits. On peut éliminer les touillettes pour tourner le café sans utiliser son doigt pour autant. On peut se nettoyer l'oreille avec un coton-tige qui n'a pas de plastique. Et donc la vraie question, c'est celle de soutenir cette transition-là, cette transition économique. Et comme l'un de mes collègues l'a dit, elle est génératrice d'emplois. Les sénateurs ne sont en revanche pas revenus sur l'interdiction des gobelets et assiettes en plastique prévue de longue date pour le 1er janvier 2020. François Patriat, donc on justifie cette mesure en disant qu'il faut laisser le temps aux industriels de s'adapter. Attention à l'emploi. Est-ce qu'une nouvelle fois, on sacrifie l'environnement, l'écologie, sur l'autel du pragmatisme économique? Non, je crois que là, c'est pas le pragmatisme, ni personne n'est sacrifié. C'est un peu la raison. Parce que c'est très technique le dossier plastique. Il y a les récipients, il y a le produit qui réchauffe et le stockage. Donc il y avait 3 catégories de produits. Ça concerne ce qui a été fait hier qu'une seule catégorie de produits. C'était le souhait des industriels de dire attention, il y a des domaines dans lesquels il y a des investissements formidables à faire, laissons-nous 3 ans. Et puis vous savez, on reproche souvent à la France de faire de la surtransposition européenne par rapport aux directives. Ça a été voté dans un bon esprit, dans un souhait que je comprenais à Egalim là-bas, mais on peut parfois corriger des lois 1 an après, parce qu'on s'aperçoit qu'en accord avec la Commission européenne, on peut être dans le temps de la Commission et dans le temps régulier pour qu'il y ait une parfaite protection des consommateurs. L'autre grand titre dans l'actualité ce matin, vos produits préférés vont-ils augmenter dès demain en magasin? La loi agriculture et alimentation, la loi Egalim entre en vigueur demain. À la clé, une note plus salée pour les consommateurs avec une hausse de certains prix de nombreux produits alimentaires. Tout d'abord, les explications de Louis Duménil. Des produits du quotidien qui remplissent nos caddies et dont les prix vont augmenter. C'est ce que révèle le journal Le Parisien en publiant une liste de 24 références concernées par la hausse des prix, 6,3% en moyenne. Une conséquence directe de la loi agriculture et alimentation, des mesures qui visent à l'inversion de la hiérarchie du prix au profit des agriculteurs. C'est que cette mesure elle est mal conçue. Elle organise une seule chose, c'est la remontée des marges de la grande distribution. Les grands distributeurs, les grandes surfaces vont avoir un minimum de marge garantie par la loi, ce qui est quand même un mécanisme assez aberrant. Mais en revanche, ce qui n'est pas du tout organisé par la loi, c'est comment cet argent est censé revenir aux agriculteurs. Parmi les mesures, la fixation à 10% du seuil de revente à perte pour les distributeurs, une affaire de marge. Autrement dit, un produit qui coûte 100 € devra être vendu au minimum 110 € dans la grande distribution. Si rien ne change pour les produits déjà fortement margés, les produits qui l'étaient peu vont voir leur prix sensiblement augmenter. Des produits jusque-là soumis à une forte concurrence et donc peu chers. C'était obligatoire à partir du 1er février, donc ça commence. Donc il faut qu'on regarde ça avec calme. Je rappelle d'ailleurs que nous, on a fait un groupe de suivi au Sénat pour bien suivre toutes les conséquences de la loi, aussi bien pour l'agriculteur que le consommateur. Deuxième remarque, le pouvoir d'achat, il ne s'analyse pas sur 4 produits. À l'heure où le pouvoir d'achat revient dans toutes les discussions, cette mesure censée défendre les agriculteurs bénéficie également aux distributeurs. Benjamin Griveaux a assuré qu'elle serait observée de près par le gouvernement. François Patriat, vous êtes un ancien ministre de l'Agriculture. Cette loi, elle était nécessaire, c'est ce qu'on nous explique, pour mieux rémunérer les producteurs, c'est ce que dit le gouvernement. Pourtant, dans le texte, il n'y a aucune obligation vis-à-vis des distributeurs. Vous faites donc le pari de leur bonne volonté, c'est ça? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'originalité de la démarche du président, et je le salue encore, c'est d'avoir entendu le monde agricole quand il dit « nous ne voulons plus vivre de subventions, nous voulons vivre de nos produits ». Et faire en sorte qu'ils vivent de leurs produits, c'est faire en sorte que le prix du coût soit au moins retrouvé dans le prix de vente aux distributeurs. On sait très bien depuis longtemps qu'il y a une lutte entre distributeurs et producteurs, avec des distributeurs qui mettent le pied sur la tête des agriculteurs pour essayer de faire baisser les prix toujours, faire en sorte qu'après arrivent les faillites, les suicides qu'on connaît aujourd'hui. Donc la démarche est la bonne. Maintenant, le comité de suivi qu'évoque Michel Raison, il a toutes ses raisons d'être, si je puis dire, parce qu'il va permettre de voir qui joue le jeu. Est-ce que la distribution aujourd'hui entend ne plus rechercher à faire de la marge à outrance,
à garder une marge nécessaire pour elles, mais on a bien compris. On a reproché aussi de donner du CICE aux grandes distributions. Ils en ont bénéficié. C'est de la bonne volonté, il n'y a pas d'obligation dans le texte. Il y aura un suivi et il y aura le name and shame. Ce que dit Didier Guillaume, actuel ministre... Il y aura le name and shame. Ce que dit Didier Guillaume, actuel ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, il dit « Je le regrette, j'aurais préféré que ça se fasse différemment ». C'est quand même... La loi, elle a été votée par les parlementaires. Le gouvernement a initié une démarche qui, j'espère, est positive aujourd'hui. Je ne pense pas que ça touche beaucoup de produits. Je vous rappelle que si certains produits de première nécessité ou alimentaires, les produits montent un peu, les marges peuvent baisser sur d'autres. C'est sur l'ensemble des produits de la grande distribution qu'il faut regarder aujourd'hui où est la marge de manœuvre, la distribution elle-même. Édouard Leclerc, je le connais bien, il est dans son rôle aujourd'hui. Il prend en bouclier les consommateurs alors que souvent, ils utilisent aussi. Tout de même, ça arrive vraiment à un mauvais moment, en pleine crise des Gilets jaunes et alors qu'on est en pleine revendication des Français sur le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer, que le monde agricole aujourd'hui continue à perdre de l'argent quand il produit, qu'il travaille comme il le fait aujourd'hui? Je ne pense pas. C'est dit. Voilà, l'autre sujet dans l'actualité, François Patriat, l'actualité parlementaire ce matin, c'est le non-cumul des mandats, Saveria. La loi sur le non-cumul des mandats se dirige-t-on vers un assouplissement? Plusieurs membres du gouvernement, ainsi que le président Emmanuel Macron l'ont évoqué récemment. C'est un sujet de Marie Brémaud. Petit à petit, l'idée fait son chemin. Un éventuel retour du cumul des mandats. Un parlementaire pourrait à nouveau être à la tête d'une commune de moins de 10 000, 5 000 ou 3 500 habitants. Le seuil reste à définir, rien n'est figé. Une façon de redonner de la voix aux élus locaux, selon François Bayrou. Beaucoup d'élus de ces communes voudraient pouvoir représenter leurs concitoyens auprès des administrations centrales dont nous disions là qu'elles étaient si puissantes en France. Et peut-être ça donnerait, en tout cas c'est ce qu'ils soutiennent, une légitimité plus grande à la voix de ceux qui s'expriment. Un plaidoyer pour le cumul des mandats au nom d'un ancrage territorial, d'une reconnexion avec les territoires. À la Haute Assemblée, cela en fait sourire plus d'un, à commencer par son président qui n'a jamais caché son hostilité au non-cumul. Le président de la République m'a dit « mais c'est vrai, un président de département ne peut plus siéger au Parlement ». Je dis « oui, monsieur le président ». C'était même très très mal vu. C'était même pas mode. C'était vieux monde. Et moi, je vous dis que c'est un sujet sur lequel on va réfléchir. Serait-ce la revanche du vieux monde ? Rien n'est encore fait, mais la loi sur le non-cumul de 2 mandats exécutifs adoptée en 2014 commence doucement à être remise en question. Le tabou a été levé par le président de la République lors de son débat face aux maires dans l'Eure. Mais moi, je suis assez partisan d'une idée où on redonne du temps aux législateurs pour aller sur le terrain. Est-ce qu'il faut en même temps lui permettre de réavoir des mandats locaux, en tout cas dans une certaine proportion, sans être dans des exécutifs de premier plan, peut-être? Le débat est à nouveau ouvert, mais avec beaucoup de précautions, car cela pose aussi la question du cumul des indemnités ou des fonctions. Certains plaident pour le retour du cumul des mandats dans une certaine proportion, mais cette fois-ci, limité dans le temps. François Patriat, allez-vous revenir, oui ou non, sur cette règle du non-cumul des mandats qui a été votée sous François Hollande? Dans le reportage, les questions et les réponses ont été fournies. Je pense que l'air du temps, l'histoire, on ne reviendra pas sur le cumul des exécutifs. Je ne pense pas que personne ne reviendra dessus. Je n'y crois pas. Mais d'abord, il faut rétablir une vérité. Aujourd'hui, on peut très bien cumuler une fonction d'élu local, conseiller municipal, conseiller régional, conseiller général. Il y a ici pas de maire. Pas de maire. Il y a des conseillers régionaux qui sont aujourd'hui présents dans l'Assemblée et qui sont membres parfois même de la majorité et qui exécutent par ailleurs. Pas le maire. Bon, alors, mais pas le maire, ni le président. Donc moi, je crois que dire qu'on est déconnecté de la réalité parce qu'on n'est pas président d'un département ou maire, c'est pas vrai. On peut être dans ces instances et parfaitement être connecté à la réalité. Je l'étais suffisamment longtemps, mais je vous avoue, c'est vrai que j'ai été moi-même président de région et sénateur. J'avoue vraiment que c'est 2 fonctions qui sont très prenantes. Président de région, quand on a 3000 personnes à gérer, quand on a un budget d'1 milliard, en même temps être sénateur, avouez que revenir sur ce sujet, ce serait aujourd'hui contre la demande des citoyens qui, eux, c'est vrai, ils se moquent du cumul des mandats. Ce à quoi ils sont opposés, c'est au cumul des indemnités. C'était ça le sujet. Pourtant, ce que dit le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, il dit qu'il est prêt à réinterroger le cumul du mandat parlementaire avec celui de maire pour les petites villes. Donc, si le gouvernement actuellement réfléchit à exempter les maires des petites villes, moi j'aimerais connaître le seuil en fait auquel vous pensez, auquel le gouvernement
pense. Est-ce que c'est 5 000, 10 000, 15 000 habitants? Quel est le seul que le gouvernement aurait en tête pour aménager cette mesure? Pour ce qui me concerne, ce sera 2005, pour ce qui me concerne, moi. C'est-à-dire que pour les communes de moins de 2500 ou 2000 habitants, oui. Au-dessus, ça devient différent. Très bien. Quand Gérard Larcher, on vient de l'entendre dans le sujet, dit que c'était une erreur majeure, très à la mode, c'était quelque chose qui était à la mode il y a 6 ans, aujourd'hui c'est complètement déconnecté et que les faits le prouvent. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? J'ai souvent le sentiment que Gérard Larcher, que je connais bien par ailleurs, pour qui j'ai de l'estime, même de l'amitié par ailleurs, il regrette toujours l'ancien temps. Il regrette, c'était toujours mieux avant. Or, il faut comprendre que la démocratie, elle évolue, que les besoins des citoyens évoluent, que nos territoires, dont il parle toujours, évoluent aussi. Et je ne vois pas que ce retour en arrière serait quelque chose de très perçu comme positif et de plus efficace par ailleurs. Pas de retour en arrière donc sur la règle du non-cumul. Pour en finir sur le grand débat, quelle va être la traduction législative à l'issue de ces semaines de grand débat? Va-t-il avoir un référendum? Il n'y a aucune réponse claire au sein du gouvernement là-dessus, quand on interroge tous les membres du gouvernement. Vous posez la question essentielle. Le grand débat, il faut le mener, on s'y engage. Je pense qu'il y aura des milliers de réunions de grands débats, que les Français maintenant sont entrés dans la mécanique, qu'ils s'y intéressent, qu'il y a de la demande. Il faut savoir maintenant quelle est la sortie. La sortie sera-t-elle, je pense que le gouvernement, c'est qui le dira lui-même. Moi, je ne connais pas ce que fera demain le gouvernement. Je pense qu'il travaille aujourd'hui en fonction des propositions qui seront faites à la méthode de le mieux les appliquer. Est-ce que ce sera par des textes de loi multiples, en tout cas quelques-uns essentiels, qui seraient symboliques, qui répondrait vraiment à une demande aujourd'hui de la part des citoyens? Peut-être. Est-ce que ce sera une consultation nationale? Un référendum? Un référendum qui ne pourrait avoir lieu maintenant qu'à l'automne, puisque compte tenu de la restitution, 15 mars, 15 avril, après il faut 4 ou 5 mois pour organiser. Si cette consultation avait lieu, elle ne pourrait avoir lieu qu'à l'automne. J'ai le sentiment que le gouvernement n'a pas choisi et que je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous apporter. Mais seriez-vous favorable à quelle issue? Moi, j'étais plutôt, pendant la crise, au début de la crise, au mois de décembre, favorable à une consultation populaire sous le type référendum, sur des questions essentielles qui ont été évoquées, sur le RIC, sur le vote obligatoire, sur le vote blanc, sur l'ISF, sur une part de proportionnel. Sur l'ISF, non, parce que je vous ai dit que moi, je ne suis pas aujourd'hui pour revenir en arrière sur ce qu'on a voté il y a un an. On est dans une logique de politique de l'offre qui, pour porter ses fruits, doit avoir plusieurs années. Moi, je pense que il y a sur l'ISF, comme s'il y a sur le 80 km/h, un calendrier qui a été prévu par le gouvernement. On évalue l'ISF. Au bout de l'évaluation, eh bien, on verra. Si l'évaluation montre que moi j'ai tort ou que le gouvernement a tort, eh bien, on changera. Si sur le 80 km/h, au bout de 2 ans, on s'aperçoit, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, qu'il y a des résultats très significatifs sur la sécurité des Français, eh bien, attendons 2 ans pour le voir. Voilà. François Patria, vous êtes un proche du président de la République, hein, Saveria le un disait soutien tout à l'heure, actif. Et un soutien actif. Voilà. Bon, sur ce dont tout le monde parle, et personne au fait ne nous donne de réponse possible, un remaniement, vous le souhaitez ou pas, vous? Et quand? Écoutez, on est dans une situation politique assez exceptionnelle, où 2 ans après l'élection du président, le couple Matignon-Élysée fonctionne parfaitement bien, avec une symbiose, une compréhension, une loyauté qui marche bien. Ensuite, est-ce que vous entendez, ça non plus, je ne l'ai jamais entendu avant, sous d'autres gouvernements, 2 ans après, est-ce que vous entendez des ministres mis à l'index dont les électeurs réclameraient la démission? J'entends bien au sujet de Castaner, mais pour les raisons qu'on connaît, et je soutiens à tout prix, avec beaucoup de force, Christophe Castaner, que je verrai tout à l'heure d'ailleurs. J'entends bien aussi quelques griefs à l'égard de mon ami Benjamin Griveaux, qui fait, à mon avis, le job avec... Il ne faut pas de remaniement, selon vous? Mais je n'entends pas les Français mettre au pilori tel ou tel ministre. Je trouve que nous avons des ministres qui sont certes un peu moins connus qu'avant, mais qui sont totalement accaparés à leurs tâches et qui travaillent avec excellence, je crois. Merci. Merci François Patria d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. François Patria, et merci beaucoup Saveria. On passe à la météo des territoires, hein, c'est important, le temps qu'il fait aussi dans les territoires français, sans oublier les départements français d'outre-mer. On regarde ensemble, on se retrouve après. Merci François Patria. Merci, à demain. Saveria. Merci beaucoup.